À sa mort en 1945, Adolf Hitler ne laissa pas seulement un régime en ruine, mais aussi un héritage familial marqué par le rejet, le silence et des disputes non résolues. Des décennies plus tard, ses descendants directs vivaient sous des identités modifiées aux États-Unis, à l'écart de tout protagonisme public. Parmi eux, Howard, enquêteur fiscal fédéral, fut le seul à exprimer le désir de fonder une famille. Sa mort en 1989, à seulement 32 ans, à la suite d'un accident en service, mit fin à la dernière possibilité biologique de prolonger la lignée directe. Son nom fut inscrit sur les mémoriaux officiels du gouvernement américain, mais son histoire demeura scellée dans la confidentialité. Parallèlement, les controverses autour de la fortune d'Hitler occupèrent tribunaux et archives pendant des décennies. Des enquêtes internationales signalèrent l'existence de comptes chiffrés en Suisse, de revenus liés aux droits d'image et d'un capital issu de Mein Kampf, qui, ajusté à la valeur actuelle, dépasserait 4,6 milliards d'euros. Cependant, l'État de Bavière bloqua toute réclamation, invoquant la confiscation générale des biens nazis. La justice rejeta même les demandes formelles de proches reconnus, comme sa sœur Paula ou son neveu Léo Robal. Ce documentaire explore, avec rigueur historique, le destin de la lignée d'Adolf Hitler et les conséquences cachées d'un nom de famille que beaucoup ont tenté d'oublier. Clara et Alois, les visages opposés dans l'enfance de Hitler. L'enfance d'Adolf Hitler fut profondément conditionnée par la figure dominante de son père, Alois Hitler. Né en 1837 dans un village de Basse-Autriche, comme fils illégitime d'une employée de maison, Alois gravit les échelons au sein de l'administration de l'Empire austro-hongrois jusqu'à atteindre le poste d'inspecteur des douanes. Cette réussite, qu'il considérait comme la preuve de sa valeur, le convainquit que l'ordre, l'obéissance et la discipline étaient les piliers indispensables du succès. Il transféra cette même logique, sans nuance, à sa vie familiale. Dans le cadre domestique, Alois était un homme dur, irritable, enclin au châtiment corporel et avec peu de patience tant envers son épouse qu'envers ses enfants. Il montrait une hostilité particulière envers Adolphe, qu'il voulait voir devenir fonctionnaire d'État, méprisant totalement sa vocation artistique et ses faibles résultats scolaires. Adolphe ne s'opposait pas directement à son père, mais adoptait une attitude passive de résistance. Il ignorait les attentes imposées, affichait une posture défiante en classe et redoubla durant son adolescence. Ce schéma peut être compris comme une forme silencieuse d'opposition face à une autorité qu'il ne pouvait pas défier ouvertement. Au fil des années, Adolphe se souviendrait de son père comme d'une figure difficile à comprendre, qu'il n'en vint jamais à aimer, mais dont la présence imposait respect et crainte. La mort d'Alois en 1903, alors qu'Adolphe n'avait que 13 ans, constitua une rupture significative. D'un côté, elle mit fin à une source constante de pression, mais en même temps, elle le laissa sans figure masculine à un moment décisif de sa formation. Le vide laissé par Alois fut compensé en partie par le lien avec sa mère, Clara Pölzl. Femme de caractère soumis et profondément religieuse, Clara vivait centrée sur le soin du foyer et de ses enfants. Après la perte de plusieurs d'entre eux dans l'enfance, elle développa avec Adolphe un lien particulièrement étroit. À la différence de la rigueur du père, Clara offrait compréhension, affection et soutien inconditionnel. Elle était la seule à l'encourager à suivre ses intérêts personnels, même lorsque ceux-ci contredisaient la volonté d'Alois. Après être devenue veuve, Clara devint le principal soutien émotionnel de son fils. Mais cette stabilité se brisa en 1907 lorsqu'on lui diagnostiqua un cancer mortel. Pendant sa maladie, elle reçut des soins médicaux du docteur Edward Bloch, qui se souviendrait plus tard du dévouement absolu d'Adolphe envers sa mère, un jeune homme attentif, prêt à tout pour soulager sa souffrance. La mort de Clara en décembre de la même année laissa Adolphe profondément affecté. Il n'avait que 18 ans et ce coup l'accompagnerait durant le reste de sa vie. Il l'évoquait toujours avec des mots révérencieux et la décrivait comme la seule personne qu'il ait vraiment aimée. À partir de ce moment-là, la structure domestique se dilua progressivement. La communication avec sa sœur cadette, Paula, devint sporadique et distante. Bien qu'ils fussent tous deux les seuls enfants de Clara et d'Alois à atteindre l'âge adulte,
leur relation fut froide et superficielle. Après avoir quitté la maison en 1908, Adolf ne la revit pas pendant plus d'une décennie. Lorsqu'ils reprirent contact, les visites furent rares et toujours formelles. À mesure qu'il consolidait son image publique, Hitler s'efforça de rompre tout lien avec ses origines familiales. Il rejetait toute tentative de la presse d'enquêter sur ses racines et utilisa les ressources de l'État pour effacer des traces gênantes. Un exemple frappant fut l'évacuation de villages comme Döllersheim, où vécurent ses ancêtres, sous le prétexte d'exercices militaires. Les historiens s'accordent à dire qu'il s'agissait d'une opération délibérée visant à effacer des preuves biographiques. De cette manière, il construisit un récit officiel dans lequel sa figure émergeait sans fissure, dissociée d'une famille associée à la pauvreté, à l'insignifiance et à l'échec. Dans les derniers jours d'avril 1945, Hitler se réfugia dans le Führerbunker de Berlin. Le 29 avril, il épousa Eva Braun et le lendemain, tous deux se suicidèrent. Elle ingéra du cyanure et lui se tira une balle dans la tête. Leurs corps furent incinérés selon ses ordres, afin d'éviter qu'ils ne tombent entre les mains soviétiques. Cet acte scella la fin de son régime et approfondit l'isolement de sa famille. Les héritiers cachés, la famille Hitler en Amérique. Après la mort du Führer, la lignée Hitler survécut dans l'anonymat. À Long Island, New York, 3 frères, Alexander, Louis et Brian Stuart Houston, vécurent sous des identités fausses, dissimulant délibérément leur véritable origine. Ils étaient les fils de William Patrick Hitler, neveu direct du dictateur, et fils d'Alois Hitler Jr., issu du 2e mariage d'Alois Hitler. Dès leur jeunesse, ces hommes prirent une décision ferme, aucun n'aurait d'enfant. Ils ne l'ont pas laissé par écrit, ni signé d'engagement formel, mais entre eux existait un accord implicite et inébranlable. La raison était claire. Ils ne voulèrent pas que les générations futures portent les séquelles d'une histoire étrangère mais indélébile. Tous grandirent conscients du nom qu'ils portaient en secret. Ils savaient que le révéler pouvait signifier vivre sous suspicion, devenir la cible de vengeances symboliques, ou simplement se retrouver au centre d'une attention qu'ils n'avaient jamais recherchée. L'un des moments les plus délicats survint lorsque la compagne de l'un d'eux exprima son désir d'avoir des enfants. La relation semblait stable et sincère, mais il y avait un élément non révélé. Le véritable nom de famille de son petit ami était Hitler. Pour compliquer encore la situation, la jeune femme était juive et son désir de fonder une famille était ferme. Finalement, et selon une source proche de la famille, ils décidèrent de lui dire la vérité. La réaction fut dévastatrice. Peu après, la relation prit fin. Quelque chose de similaire se produisit lorsqu'un autre des frères entama une relation avec une femme portoricaine. Elle aussi ignorait le passé familial de son compagnon. Lorsqu'on lui expliqua que se marier signifiait, en pratique, devenir la prochaine Madame Hitler, l'histoire se répéta. Le lien se brisa. Au-delà de la peur d'être montré du doigt, ce qui pesait le plus était la crainte que le secret n'affecte leur vie quotidienne dans une communauté paisible du nord-est des États-Unis. Ils avaient grandi dans un environnement où ils n'étaient connus que sous leurs noms adoptés, intégrés à la routine américaine des petites villes. Révéler leur identité pourrait gravement compromettre le cours de leur vie. Pendant des années, ceux qui avaient connu de près William Patrick Hitler ne le se souvenaient pas comme d'un personnage sombre ni polémique. Pour eux, il était simplement un homme de famille, attentif, dévoué à son épouse et à ses enfants, quelqu'un qui chercha à disparaître des radars après la guerre. La dernière fois qu'il fut mentionné publiquement comme William Patrick Hitler remonte à février 1946, lorsqu'il fut démobilisé de la marine à Fargo Barracks, Massachusetts. Depuis lors, il s'évanouit de l'histoire officielle, laissant place à une existence cachée et soigneusement protégée. Après sa sortie de la marine en 1946, avec son nom encore enregistré comme William Patrick Hitler, il disparut des registres publics. Peu auparavant, le FBI avait indiqué dans une note interne qu'il se trouvait à Newport, Rhode Island, en attente de sa démobilisation définitive. Selon certains proches, durant son temps de service, il aurait été blessé au combat et atteint par des éclats d'obus à une jambe.
Bien qu'il n'existe aucune documentation officielle pour étayer ces informations, ceux qui le connaissaient insistaient sur le fait qu'il avait accompli son devoir et qu'il ne recherchait pas la reconnaissance. Durant ces mêmes mois, il exprima le désir de retourner à New York pour retrouver Brigid, sa mère, et finaliser le processus de naturalisation en tant que citoyen américain. Parallèlement, et peut-être pendant qu'il attendait la résolution de la procédure, il reprit ses études. Il s'inscrivit au City College de New York, où il obtint une licence en sciences sociales. Plus tard, il intégra un programme de 3e cycle dans le même établissement, aujourd'hui Baruch College, axé sur des matières comme l'économie, le droit, la comptabilité et la langue espagnole. Il y resta 4 semestres, mais abandonna le programme avant de l'achever. En octobre de cette année-là, il demanda son numéro de sécurité sociale en utilisant une identité modifiée, William Hiller. Le changement n'était pas fortuit, il marquait le début d'une nouvelle étape au cours de laquelle il laisserait derrière lui tout lien public avec le nom Hitler. L'année suivante, il épousa Phyllis, une jeune Allemande qu'il avait brièvement rencontrée dans les années 1930, lorsqu'il était ami de son frère en Allemagne. Après la guerre, ce contact reprit. Le frère, face à la situation tendue qui régnait en Europe, demanda à William Patrick de s'occuper de sa sœur s'il parvenait à l'envoyer aux États-Unis. La demande fut acceptée et la relation se transforma en un lien stable. Phyllis, de 12 ans sa cadette, s'intégra rapidement à la vie américaine. Peu à peu, tous deux s'éloignèrent de toute exposition publique. L'engagement de William Patrick à effacer son passé ne se limita pas à un changement de nom. Après avoir épousé Phyllis, il s'installa avec elle et avec sa mère, Brigid, d'abord dans le Queens, puis dans une zone plus calme de Long Island, loin de l'agitation urbaine et des regards curieux. Bien que certains proches aient commenté que le mariage avait pu commencer comme un moyen d'assurer le maintien de Phyllis aux États-Unis, il n'en demeure pas moins que leur lien se consolida avec le temps, donnant lieu à une cohabitation stable et durable. Avec une famille en formation et la responsabilité de faire vivre le foyer, William Patrick assuma divers emplois dans le domaine médical, tirant parti de l'expérience acquise durant son passage dans la marine. Il commença comme assistant dans un cabinet privé d'urologie à Manhattan, puis devint employé administratif au service d'urologie d'un grand hôpital de la ville, possiblement Bellevue. Plus tard, il travailla également dans une institution d'État située à Long Island. Au fil de ces années, il adopta une nouvelle identité, soigneusement choisie pour ne garder aucun lien, ni avec le nom Hitler, ni avec Hiller, ni avec celui de sa mère. Le nom fictif qu'ils utilisèrent comme famille provenait curieusement d'un auteur britannique dont la pensée avait influencé les théories raciales du nazisme, une ironie que peu auraient pu déceler. Le déménagement à Long Island ne fut pas fortuit. Là-bas, le couple recherchait l'anonymat et la sécurité. William Patrick voulait que ses enfants grandissent sans le stigmate du nom de famille, loin de toute connexion directe avec son oncle. Pour le garantir, il s'imposa une règle stricte. Il ne parlerait jamais publiquement d'Adolf Hitler. Ce vœu de silence ne tenait pas seulement au rejet personnel qu'il éprouvait envers son parent, mais aussi à la crainte de représailles. Durant les premières années de la guerre, circula la version selon laquelle Heinrich Himmler avait donné des ordres à des sympathisants nazis en Amérique pour réduire William Patrick au silence, quels que soient les moyens. Bien que l'existence de cette mission n'ait jamais été totalement confirmée, le risque d'être pris pour cible par des fanatiques était réel et persistant. Avec le temps, profitant de ses connaissances en médecine et en laboratoire, William Patrick monta une petite entreprise d'analyse clinique centrée sur des prélèvements sanguins. Il consacrait de longues journées au travail, tandis que Phyllis s'occupait de la maison et de leurs enfants. Ainsi, peu à peu, ils construisirent une vie ordinaire aux marges d'une histoire extraordinaire. L'isolement qui protégeait l'identité de la famille Hitler à Long Island n'empêchait pas que, derrière les portes, les histoires circulent. Bien que le véritable nom de famille ne doive pas être prononcé en public et que les fils aient grandi sans tout savoir, au sein du foyer, le silence n'était pas absolu. William Patrick racontait des anecdotes de son passage en Allemagne, comme ce thé partagé avec son oncle Adolf à Berchtesgaden. Il disait combien tout autour du Führer était conçu pour impressionner. Des femmes impeccables, des meubles fastueux, des espaces d'une opulence presque théâtrale.
Mais son jugement était clair. Il affirmait que son oncle s'était perdu dans cet excès, que le pouvoir l'avait transformé en quelqu'un d'incapable de distinguer la réalité. Ces expériences marquèrent non seulement sa perception du nazisme, mais aussi celle de ses fils. Ils apprirent dès petits que leur père avait pris une décision irréversible, s'opposer à Hitler. Il refusa l'offre de rejoindre le régime, même lorsqu'on lui promit un rôle important s'il renonçait à sa nationalité britannique. Selon William Patrick, ce fut Rudolf Hess lui-même qui insista pour qu'il rende un service au Führer en adoptant la citoyenneté allemande. Mais il refusa. Il avait compris que le projet que Hitler bâtissait était incompatible avec ses principes. Ce refus, prononcé en face à face, entraîna son départ immédiat du pays. On l'avertit que s'il ne fuyait pas rapidement, sa sécurité serait en danger. Il franchit ensuite la frontière vers les Pays-Bas dans la voiture d'un ami, quittant définitivement l'Allemagne. Des années plus tard, lorsque ses fils étaient déjà adolescents, William Patrick leur montrait des photos de cette époque, des portraits avec des figures du spectacle, des réunions avec des politiciens et des souvenirs de son bref passage sur le circuit des conférences. Mais au-delà de l'anecdotique, le message qui revenait était celui de la rupture avec le passé, renoncer au nom de famille, à la lignée et à tout lien avec le Troisième Reich. Phyllis, en revanche, vécut l'exil avec plus d'ambivalence. Elle continuait à garder le contact avec des proches en Europe et voyageait pour leur rendre visite avec ses fils lorsque c'était possible. Le déracinement lui faisait mal, mais elle l'acceptait. Pendant les années de la guerre du Vietnam, elle en vint à craindre que ses propres fils soient envoyés au front, ce qui la poussa à prendre une décision radicale. Elle réussit à faire ordonner tous ses fils comme ministres luthériens, évitant ainsi la conscription obligatoire. L'engagement de la famille à dissimuler son identité atteignit, à certains moments, des extrêmes impensables. Une nuit, en découvrant que quelqu'un avait identifié qui ils étaient réellement, ils n'hésitèrent pas à abandonner leur foyer sans préavis. Ce n'était pas un simple curieux, mais quelqu'un qui représentait une menace réelle. C'est pourquoi ils partirent en laissant tout derrière eux. Pour eux, préserver l'anonymat n'était pas seulement une question de discrétion, c'était une mesure de protection. En 1987, William Patrick tomba soudainement malade. Pendant plusieurs jours, il souffrit d'une forte fièvre et d'une grave infection respiratoire. Finalement, il mourut à l'âge de 76 ans. Fidèle au principe de passer inaperçu, ses proches envisagèrent de l'enterrer sans pierre tombale. Mais après réflexion, ils décidèrent de l'inhumer auprès de sa mère, Brigide, dans une tombe familiale qui réservait également une place pour son épouse, Phyllis. Après sa disparition, les fils de William suivirent des chemins différents, bien qu'ils partageassent tous une physionomie familiale inconfondable. L'aîné, Alex, consacra son temps à accompagner des vétérans du Vietnam. Louise et Brian continuèrent l'entreprise familiale de jardinage à Long Island, travaillant depuis la même maison où ils avaient grandi. Aucun ne rompit le silence, sauf un. Howard, le troisième des frères, fut le seul à choisir une voie indépendante. Il s'installa à Manhattan, se maria et travailla comme agent enquêteur au département du Trésor. Dès son jeune âge, il avait montré une personnalité ouverte et pleine de vitalité, très différente du caractère réservé du reste de la famille. D'anciens camarades se souvenèrent de lui comme d'un jeune homme charismatique, passionné par la musique, le sport, et doté d'excellents résultats scolaires. Dans sa communauté, il était simplement le garçon brillant du quartier, sans que personne ne soupçonne sa véritable origine. Même ceux qui partagèrent des années d'amitié ou de vacances n'imaginèrent jamais qu'il portait le nom de famille le plus infâme du XXe siècle. Howard rêvait d'intégrer le FBI, probablement influencé par les récits de son père. Après une période dans une entreprise de location de camions, il parvint à entrer dans la division d'enquête de l'IRS. Il fut le premier agent de cette branche à mourir en service. L'accident se produisit lors d'un déplacement entre deux enquêtes de fraude. Une voiture franchit la ligne centrale et le percuta de face. Il n'avait que 32 ans. Sa mort fut un coup dévastateur. L'église se remplit de voisins, de collègues et d'amis. Son nom fut inscrit sur les mémoriaux officiels de Washington, D.C. et de Géorgie, en reconnaissance de son travail. Pour Phyllis, sa mère, la douleur fut double. Elle avait perdu son mari 2 ans auparavant et devait maintenant enterrer le fils qui lui ressemblait le plus,
non seulement par le visage, mais par la volonté de forger son propre destin. Avec son décès, se referma aussi la seule possibilité réelle de rompre le pacte familial non écrit, éviter toute descendance. Selon ceux qui l'avaient connu de près, Howard était le seul qui aurait pu défier cette règle familiale, mais le destin ne lui en donna pas l'occasion. Alois et Paula, la famille que Hitler voulut effacer. L'une des figures les plus énigmatiques dans cet enchevêtrement familial fut Alois Hitler Jr., demi-frère aîné d'Adolf et grand-père des derniers descendants américains. Alois n'occupa jamais une place d'influence au sein du Troisième Reich, et sa relation avec son frère cadet fut, au mieux, tendue et distante. Adolf évita de l'impliquer dans les affaires politiques et lui refusa tout rôle au sein du régime. Malgré cela, au cours des années 1930, Alois parvint à établir un restaurant dans le sophistiqué quartier ouest de Berlin. Bien que le Führer lui-même désapprouvât ouvertement que son frère tînt un commerce dans une zone aussi visible, l'établissement, ironiquement, devint populaire auprès de figures du parti. Sur la façade, le nom Alois s'illuminait en grandes lettres de néon, tandis que le nom Hitler n'apparaissait qu'à peine perceptible. De nombreux clients attendaient des heures devant l'établissement dans l'espoir de voir apparaître le dirigeant allemand. Mais Adolf ne vint jamais. À la fin de la guerre, Alois tenta de passer inaperçu au milieu des décombres de l'Allemagne occupée. Il adopta le nom d'Eberl et essaya de se fondre parmi les déplacés, mais il fut arrêté près de Hambourg par les forces britanniques après qu'on eut découvert qu'il détenait de faux papiers. Il resta sous la garde du 21e groupe d'armée britannique pendant quelques semaines, au cours desquelles il fut interrogé. Durant ces entretiens, il aurait avoué que son nom de famille lui avait apporté davantage de problèmes que de privilèges, et que son frère, loin de l'apprécier, avait honte de l'avoir comme parent. Les autorités militaires britanniques, après enquête, déclarèrent publiquement qu'Alois ne semblait pas avoir joué le moindre rôle dans les actions du régime et qu'il s'était plutôt montré terrorisé à l'idée d'être lié aux atrocités du nazisme. Peu après, il demanda officiellement à changer son nom de famille en Hiller, assurant que son nom d'origine lui avait causé à plusieurs reprises des situations d'inconfort et de méfiance. Cependant, certains récits ultérieurs suggèrent que son rôle fut plus ambigu que ce qu'il admettait lui-même. Pendant la guerre, des versions circulèrent selon lesquelles Alois aurait parfois usurpé l'identité de son célèbre frère. Avec sa moustache similaire et une physionomie proche, il aurait revêtu l'uniforme du Führer et serait apparu au balcon de la résidence de Berchtesgaden pour recevoir le salut des foules, faisant croire aux assistants qu'ils avaient Adolf en personne devant eux. Bien que ces témoignages n'aient pas été confirmés officiellement, ils illustrent le niveau de confusion que le nom de famille suscitait, même au sein de la famille. Alois, qui affirmait ne pas avoir revu son frère depuis l'enfance à Linz, alimenta peut-être ce mythe autant qu'il tenta de le fuir. Au fil des années, et peut-être confiant dans le fait que le temps avait effacé une partie de la stigmatisation, Alois commença à se montrer plus ouvert au sujet de son nom de famille. En novembre 1953, il n'évitait plus d'être associé à son passé. Sous le nom de Hans Hiller, il tenait une brasserie à Munich et décida de protester publiquement contre un documentaire qui incluait des scènes privées d'Eva Braun. Sa plainte était insolite. Il soutenait que cette production déshonorait le nom Hitler, comme s'il avait encore quelque chose à défendre. Peu après, son lien avec l'héritage nazi devint encore plus explicite. En 1955, il dirigeait un petit groupe politique d'orientation ultranationaliste appelé le Parti national-démocrate, une formation marginale mais symboliquement inquiétante. Depuis un bar à Hambourg, il vendait des cartes postales à l'effigie de son demi-frère à des touristes étrangers. Loin de tout repentir, il semblait avoir de nouveau idéalisé l'homme que, durant des années, il disait vouloir oublier. Bien que certaines publications le situent encore en vie en 1968, ses proches affirmaient qu'il était mort en 1956, en silence et hors de la lumière publique. Le destin de son fils Heinz, né d'un second mariage considéré comme illégitime, fut tout aussi sombre. Il combattit sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, fut fait prisonnier par l'armée rouge et mourut en captivité.
Alors qu'Alois Hitler tentait de se frayer un chemin dans l'Allemagne d'après-guerre, entouré d'affaires douteuses et de nostalgie à peine dissimulée, sa demi-sœur Paula offrait une vision complètement différente du milieu familial. Interrogée par les forces américaines en juillet 1945, elle relata une vie marquée par la distance affective, le détachement et l'absence de liens solides, même entre frères et sœurs. Paula Hitler naquit en 1896 à Hartfeld, en Autriche, dans la ferme de son père. Elle était encore une enfant lorsqu'elle perdit sa mère, un fait qui, selon ses souvenirs, affecta profondément aussi bien elle qu'Adolphe. Dès lors, son frère ne revint jamais au foyer. Plus âgé de 7 ans, il vivait déjà dans des mondes séparés depuis l'enfance. Tandis qu'il étudiait en Styrie, Paula grandissait dans la solitude. Ils ne partagèrent jamais ni jeux ni confidences. Adolphe, selon elle, rentrait souvent tard à la maison et recevait des punitions presque quotidiennement. Après la mort de leur mère en 1907, Adolphe quitta définitivement la maison familiale. Paula ne reçut plus de nouvelles de lui pendant plus d'une décennie. Elle lui écrivit une lettre en 1910, mais n'obtint jamais de réponse. Lorsqu'ils se revirent enfin en 1921, il justifia son silence avec froideur. Il n'avait rien, donc il ne pouvait pas offrir d'aide. Cependant, il renonça à sa part de la pension héritée, afin qu'elle puisse poursuivre ses études dans une école pour jeunes filles. Cette retrouvaille, selon Paula, fut étonnamment cordiale. Adolphe l'accompagna même faire des achats, un geste dont elle se souvenait avec tendresse. En 1922, ils se revirent pour visiter la tombe de leurs parents. Puis chacun suivit son chemin. Lui vers Munich, elle vers Linz. En 1923, déjà impliqué en politique, il la reçut à nouveau, mais les rencontres ultérieures devinrent de plus en plus rares. Une fois, il l'invita à Munich. Une autre fois, elle assista à la journée du parti à Nuremberg, mais avec des billets ordinaires, comme n'importe quel autre participant. Au cours des années suivantes, le contact fut minime. Entre 1929 et 1941, ils se virent à de très rares occasions. Une fois à Vienne, une autre à Berlin et encore une fois à Munich. Les lettres étaient brèves et sporadiques, souvent accompagnées de colis de provisions comme du jambon, de la farine ou du sucre. Paula conserva ses convictions religieuses et resta complètement à l'écart de l'environnement politique de son frère. Bien qu'elle fût invitée à s'installer dans la résidence alpine de Berchtesgaden, elle refusa toujours l'offre et choisit de continuer à vivre en Autriche, dans une existence modeste et anonyme. En public, elle adopta le nom de Frau Wolf, une suggestion directe d'Adolphe qu'il lui transmit lors des Jeux olympiques de Garmisch. Il insistait pour qu'elle reste dans l'anonymat. Elle s'y conforma sans discuter. Après avoir perdu son emploi dans une compagnie d'assurance viennoise à cause du nom qu'elle portait, elle accepta une pension mensuelle gérée par la chancellerie du Reich. Lors des interrogatoires alliés, on lui mentionna l'existence de lettres envoyées par son frère, remarquablement brèves. Paula ne se montra pas surprise. Elle confirma sans détour qu'Adolphe n'avait jamais montré un véritable sens de la famille. Même dans des moments intimes, il demeurait distant, comme si les liens affectifs étaient un fardeau plutôt qu'un réconfort. Dans les derniers jours du régime, on la trouva dans sa maison, entre Vienne et Linz. Sans avertissement, un véhicule officiel arriva avec l'ordre de la transférer à Berchtesgaden. Elle ne sut jamais qui l'avait ordonné, bien qu'elle soupçonnât Bormann. Elle fut logée dans un hôtel sous contrôle du parti, où personne ne connaissait son identité. Elle mangeait seule dans sa chambre et ne participait à aucune activité sociale. Même là, sa présence était imperceptible. Elle ne fut jamais invitée à l'Obersalzberg ni ne partagea de table avec les dignitaires du régime. Elle ne vit Eva Braun qu'une seule fois, en 1934, lors d'un événement à Nuremberg. Son frère n'en parla jamais. L'entourage d'Adolphe, même s'il paraissait proche de l'extérieur, maintenait une muraille infranchissable jusque vis-à-vis de son propre sang. Paula le comprenait, et elle avait appris, au fil des années, à ne rien attendre. Des années après les faits, les secrets continuaient à peser. L'un des épisodes les plus sombres de l'histoire familiale tournait autour d'Angelika Raubal, la fille d'Angela Hitler et nièce directe d'Adolphe. Connue sous le nom de Jelly, elle fut bien plus qu'une simple présence domestique dans la résidence de Munich.
Elle était, selon ceux qui l'avaient connue, le centre émotionnel de la vie du dictateur durant son ascension. Le 14 septembre 1931, à seulement 23 ans, Jelly fut retrouvée morte dans l'appartement qu'elle partageait avec son oncle. L'arme, un pistolet appartenant à Hitler lui-même, gisait sur le sol. Une lettre inachevée reposait sur la table. La version officielle fut immédiate. Suicide. Mais dès le premier instant, l'affaire fut entourée de contradictions, de rumeurs et d'une atmosphère de censure. Le récit de William Patrick, des années plus tard, alimenterait encore davantage les soupçons. Lors de ses tournées aux États-Unis et au Canada, William Patrick désignait l'affaire Jelly comme la preuve la plus inquiétante du caractère de son oncle. À Toronto, il alla jusqu'à l'accuser directement, assurant qu'il entretenait avec sa nièce une relation inacceptable, marquée par la jalousie, le contrôle et la violence. Il affirmait que Hitler avait perdu le contrôle après avoir appris l'existence d'une prétendue relation entre Gelly et son professeur de musique, et qu'une violente dispute avait conduit à sa mort. Selon sa version, c'est Göring qui aurait secrètement organisé l'enterrement et imposé la narration officielle. Le Führer n'était pas là. Les rumeurs ne se limitèrent pas au discours de William. Dans les mémoires de Brigitte Hitler, on inclut un récit plus graphique, supposément transmis par Hedwig, la seconde épouse d'Aloïs. Ce témoignage reconstituait les dernières heures de Gelly avec des détails dramatiques, une dispute nocturne, des cris, une porte fermée, et le corps de la jeune femme agonisant, tandis qu'Adolf et le médecin personnel du Führer étaient les seuls présents. Lorsque Angela, sa mère, revint à l'appartement, on l'empêcha d'entrer dans la chambre. Ce n'est que lorsqu'il fut trop tard qu'elle vit son frère Adolf effondré, confessant qu'il était un assassin. Ce fut alors Göring qui le corrigea et dit qu'elle s'était suicidée et que c'était la vérité. Mais d'autres voix au sein même de la famille démentèrent même cette version dissimulée. Paula, en conversation avec Brigitte, rejetait l'idée d'une grossesse, la qualifiant d'invention utile pour justifier une prétendue dépression. Son opinion était catégorique. Ce ne fut pas un suicide, et pas davantage un accident. Pour Paula, son frère était amoureux de Jelly, et cette obsession le conduisit à agir avec une violence que même Angela, qui lui trouvait toujours des excuses, ne put justifier. Selon les mots de Paula, la tragédie fut le résultat d'un lien malsain, du silence de ceux qui savaient et de la protection inconditionnelle que sa sœur aînée continuait de lui offrir, même après cela. La version que William Patrick diffusa au sujet de la mort de Jelly Robal ne surgit pas du néant. Bien que son témoignage ait été perçu par beaucoup comme faisant partie d'une stratégie de propagande durant ses tournées aux États-Unis, d'autres voix apparurent avec le temps et confirmèrent, au moins en partie, ses affirmations. L'une d'elles fut Ernst Hanfstaengl, l'ancien chef de la presse internationale du parti nazi, et l'un des rares à avoir vécu au plus près de Hitler avant sa prise totale du pouvoir. Exilé à Londres en 1937, Hanfstaengl reçut une visite inattendue, Brigitte Hitler. Dans son livre Hitler, The Missing Years, il écrivit que Brigitte lui avait transmis une version connue parmi les membres de la famille les plus proches, selon laquelle Gelly était tombée enceinte d'un jeune professeur d'art juif qu'elle avait rencontré à Linz. La jeune femme voulait l'épouser, et cela aurait été le déclencheur du conflit fatal avec son oncle. Aux yeux de Hanfstaengl, l'événement ne fut pas seulement une tragédie personnelle, ce fut un point de rupture dans le caractère de Hitler. Dans son analyse, la mort de Gelly marqua le début d'une transformation définitive. Ce lien, qu'il qualifiait d'unique dans la vie émotionnelle de Hitler, servait comme une sorte de soupape pour canaliser son énergie nerveuse. Après sa mort, cette tension ne retrouva plus d'exutoire et se transforma, selon lui, en un comportement de plus en plus cruel et autodestructeur. La relation ultérieure avec Eva Braun, à son avis, n'atteignit jamais le même niveau d'intimité. Il la décrivait comme une figure décorative, sans influence réelle, et soulignait que Hitler, à partir de ce moment, sombra dans une sorte de narcissisme stérile. Dans ce contexte, certains chercheurs ont suggéré que l'ébauche des mémoires attribuées à Brigitte Hitler aurait pu faire partie de ce même effort, développé avec un soutien clandestin, puis abandonné lorsqu'il ne fut plus prioritaire.
Un mémorandum adressé à J. Edgar Hoover confirme que Hanfstaengl fut affecté à des tâches liées à l'élaboration de profils psychologiques et à la diffusion d'informations visant à affaiblir l'image du leadership nazi. Parallèlement, un autre document indique qu'il fut placé directement sur la liste de paix de Donovan, chargé de coordonner les contenus qui seraient utilisés dans des opérations d'influence à l'intérieur de l'Allemagne. Malgré la valeur de ces témoignages, lorsque la guerre prit fin et que de nouvelles questions surgirent, William Patrick n'était plus disponible. Il avait disparu de la scène publique. Personne ne savait où le localiser, et le récit se dilua. Ce qui restait, c'était des versions partielles, des fragments disjoints et un scandale familial sans résolution définitive. De la chancellerie aux banques suisses, la route cachée du Reich. Une autre des questions les plus controversées et les moins résolues concernant la famille Hitler tourne autour de son patrimoine. Bien qu'il s'efforçât publiquement de paraître désintéressé des choses matérielles, la gestion de ses finances racontait une autre histoire, celle d'un dirigeant qui accumula un pouvoir non seulement politique, mais aussi économique, dans des proportions colossales. Pendant des décennies, l'image officielle fut celle d'un homme ascétique, entièrement dévoué à l'État, sans intérêt personnel sur le plan économique. Il voyageait sans argent liquide, vivait dans une modestie calculée et affirmait que tout ce qui était collecté lors d'événements et de discours allait directement au parti. Mais derrière cette façade, les chiffres étaient tout autres. Hitler avait enregistré sa résidence principale au nom du parti lui-même à Berchtesgaden, une manœuvre qui compliqua ensuite la revendication directe de ses biens. Après sa mort, l'État de Bavière assuma la propriété de l'immeuble et, dans le même temps, prit le contrôle juridique du livre Mein Kampf, empêchant sa réédition pendant des décennies. Le blocage prit fin en 2016, lorsqu'expirèrent les 70 ans de protection accordés par la loi allemande sur le droit d'auteur. Mais au-delà du contrôle éditorial, ce qui fut le plus révélateur, ce fut la trace de l'argent. Selon le chercheur Chris Whetten, le dirigeant nazi aurait amassé une fortune de plus d'1 milliard de Reichsmark, équivalent à plus de 4,6 milliards d'euros actuels. Une grande partie provenait de mécanismes insolites mais efficaces. Il avait enregistré sa propre image, de sorte que chaque timbre vendu avec son visage générait des revenus. Et bien qu'il prétendît ne pas savoir où allaient les fonds collectés lors de ses actes publics, le flux financier finissait par favoriser ses comptes personnels. Les autorités fiscales du Reich ne cessaient de poser des questions. Elles voulaient connaître la destination des billets vendus, des dons et des droits d'auteur. Mais Hitler se considérait au-dessus de toute exigence comptable. Il déclarait que tout ce qui était récolté appartenait au parti et qu'il ne recevait rien directement. En pratique, cependant, cette muraille juridique qui séparait l'institutionnel du privé était une illusion fonctionnelle. Le parti, c'était lui. En 1944, des estimations prudentes le situaient déjà dans la catégorie des milliardaires en termes actuels. Malgré cela, le plus déroutant est qu'une grande partie de cette fortune n'a toujours pas de destination claire. Il n'existe pas de registre détaillé de sa dispersion après l'effondrement du Troisième Reich. Certaines théories suggèrent qu'une partie de cet argent fut dissimulée dans des comptes chiffrés, dans des banques suisses ou des structures similaires, mais aucune enquête n'a réussi à en suivre la trace avec certitude. En privé, Hitler exerçait un contrôle strict sur son argent. Selon l'historien Dr Chris Whetten, il ne jouissait pas seulement du pouvoir, mais aussi des bénéfices économiques qui l'accompagnaient, bien qu'il fasse rarement l'effort de les générer directement. Le flux constant de revenus provenant de Mein Kampf, des droits à l'image et des dons au parti, finit par créer une fortune personnelle difficile à quantifier. L'une des découvertes les plus révélatrices provint des archives américaines. Des documents de renseignement datés de 1944 signalaient l'existence d'un compte bancaire secret en Suisse, ouvert au nom de Hitler par Max Amann, le rédacteur en chef du parti et administrateur de ses intérêts éditoriaux. On y aurait déposé les redevances étrangères issues de son livre, pour des montants qui équivaudraient aujourd'hui à environ 300 millions d'euros.
Le rapport, élaboré par l'Office of Strategic Services et intitulé « Activités répréhensibles de la Suisse au nom des nazis », décrivait ce compte à l'Union Bank de Berne comme un outil clé pour canaliser des devises obtenues hors du Reich. L'enquête s'inscrivait dans un effort plus large visant à retracer les biens pillés par les nazis, y compris des lingots d'or évalués à plus de 5 000 millions de dollars de l'époque. Malgré ces estimations colossales, le chiffre officiel enregistré par les Alliés après la défaite du régime fut dérisoire, à peine quelques 50 000 € en propriétés confisquées. La plupart des fonds personnels de Hitler, s'ils existaient encore, s'étaient évanouis. Dans les derniers jours de sa vie, il signa un testament contenant une mention vague de ses frères et sœurs, ce qui ouvrit, des années plus tard, une possible voie à des disputes successorales. Certains experts soutinrent que les descendants vivants pourraient disposer d'une base légale pour réclamer une part des bénéfices générés par son œuvre, surtout après l'expiration du copyright. L'une des tentatives les plus notables en ce sens fut menée par Leo Robal, neveu de Hitler du côté de sa demi-sœur Angela. Il lui ressemblait tellement que, par moments, il aurait servi de doublure lors d'actes officiels. Capturé par les forces soviétiques à Stalingrad, il demeura prisonnier pendant des années avant d'être libéré dans les années 1950. Une fois libre, il se joignit à un groupe de proches conseillé par l'historien Werner Maser dans le but de réclamer des redevances en attente sur les éditions de Mein Kampf. L'effort échoua lorsque des désaccords internes apparurent. Robal, selon des témoignages de l'époque, aurait exigé de conserver la moitié de ce qui serait perçu, ce qui provoqua l'éclatement du groupe. Il mourut en 1979, laissant derrière lui un différend qui n'alla jamais devant les tribunaux, mais qui révélait l'écho gênant du nom de famille, même parmi ceux qui avaient vécu en marge du pouvoir. À cette initiative infructueuse s'ajoutèrent d'autres tentatives, tout aussi vaines. La seule sœur de Hitler à avoir tenté de formaliser une réclamation fut Paula, qui, comme nous l'avons expliqué précédemment, vivait sous le nom fictif de Wolf. Elle déposa une demande auprès d'un tribunal à Munich pour être reconnue comme héritière, mais son cas fut rejeté. Le tribunal estima que le testament rédigé par Hitler n'avait pas de validité légale en raison de vices de forme et qu'en outre, selon la législation en vigueur en Bavière, tous les biens liés aux hauts responsables du régime avaient été confisqués en vertu d'un ordre général émis en 1948. Des fonctionnaires du ministère des Finances de Bavière expliquèrent à l'historien Timothy Ribak que cet ordre avait été catégorique. Non seulement les propriétés avaient été confisquées, mais aussi les revenus provenant des droits éditoriaux. La décision fut définitive. Ni Paula, ni aucun autre membre de la famille ne pouvait espérer obtenir des bénéfices économiques liés au patrimoine de Hitler. Parallèlement, de l'autre côté de l'Atlantique, William Patrick et son épouse Phyllis reçurent des conseils juridiques sur la possibilité de faire une réclamation. Ils savaient qu'ils étaient techniquement parmi les proches parents vivants les plus proches, mais ils ne voulaient rien savoir de l'affaire. Pour eux, toute tentative de profiter du nom de famille équivaudrait à accepter de l'argent taché de sang. Même lorsqu'il fut question de publier un livre basé sur des photographies familiales inédites et des souvenirs personnels, ils abandonnèrent le projet. Ils considéraient qu'aucun bénéfice économique ne valait l'exposition et l'épuisement que cela entraînerait. Les derniers membres de la lignée directe de la famille, bien qu'ils ne portassent plus le nom de Hitler, furent les descendants d'Angela, la demi-sœur aînée du dictateur. De ces 3 enfants, seulement 2 atteignirent l'âge adulte et formèrent leur propre famille, Léo Jr. et Elfriede. Tous 2 eurent un fils. Peter Robal, né en 1931, exerça comme ingénieur en Autriche et prit sa retraite sans laisser de descendants connus. L'autre, Heiner Hoschegger, né en 1945, a toujours vécu loin des projecteurs. Selon des sources locales, il n'eut pas d'enfant non plus. Héritage controversé, l'héritage que beaucoup ont affirmé porter. Dans une famille qui passa des décennies à se cacher derrière un nom fictif, évitant à tout prix l'exposition publique, il est presque incompréhensible qu'il y ait ceux qui cherchent le contraire, être volontairement associé à l'héritage le plus infâme du XXe siècle.
Alors que les descendants légitimes par voie paternelle aux États-Unis vivaient sous des noms assumés, craignant l'arrivée d'extrémistes qui vénéraient encore la figure de leur ancêtre, d'autres, dans différentes parties du monde, affirmèrent fièrement être les héritiers de Hitler. L'un des cas les plus médiatisés fut celui de Jean-Marie Loret, un cheminot français qui, jusqu'à sa mort en 1985, soutenait être le fils illégitime d'Adolf Hitler. Selon son propre récit, l'histoire commençait pendant la Première Guerre mondiale, en 1914, lorsqu'un jeune caporal de l'armée allemande aurait rencontré une adolescente française de 16 ans, Charlotte Lobjoie, pendant un congé à Lille. Ce qui suivit, décrivait Lorette, fut une relation irrégulière, marquée par des rencontres dans différentes régions de France. Le résultat aurait été sa naissance en mars 1918 à Séboncourt. Le nom du père ne figura pas dans l'état civil. Seule l'expression « soldat allemand inconnu » y apparut. Loret fut élevé par ses grands-parents, puis adopté, ce qui expliquerait son nom de famille. Il affirma avoir vécu toute son enfance sans connaître son origine, jusqu'à ce que sa mère, sur son lit de mort en 1948, lui révèle l'identité de son supposé géniteur. Bien que les historiens les plus sérieux de la période aient rejeté sa version faute de preuves concluantes, Loret ne renonça jamais à son récit. Même son fils, Philippe, répétait dans les médias internationaux « Je suis le petit-fils de Hitler. Les preuves sont là. Si vous ne me croyez pas, ce n'est pas mon problème. » Encore plus déroutant fut son comportement public. Emmené un jour visiter le camp de concentration de Dachau, où plus de 28 000 personnes moururent entre 1940 et 1945, sa réaction fut surprenante. Il regarda silencieusement le lieu, croisa les bras et prononça une phrase qui glaça la salle. « Si mon père a fait ça, il a dû avoir ses raisons. » À un autre moment, il fit même le salut nazi lors d'une cérémonie au Parlement japonais. Mais Loret ne fut pas le seul à tenter de capitaliser sur une connexion avec le nom de famille. En 2019, un homme nommé Romano Lucas Hitler, qui affirmait aussi être un descendant direct, fut condamné pour des délits d'abus sexuels, ajoutant son nom à une liste d'autoproclamés héritiers dont le profil public oscillait entre auto-exposition et instabilité. Aucun de ces cas n'apporta de preuves génétiques concluantes, ni ne fut reconnu par les chercheurs les plus réputés. Et pourtant, leurs noms circulèrent, alimentant un phénomène aussi perturbant que contradictoire. Le désir de se lier à l'homme le plus détesté du XXe siècle, tandis que ses véritables descendants faisaient tout leur possible pour disparaître. Philippe Loret, convaincu de la version transmise par son père, ne se contenta pas de la soutenir devant la presse. Il en fit un étendard. Il affirmait que sa grand-mère lui avait parlé d'un jeune Hitler possessif et jaloux, mais aussi, selon sa version, affectueux et attentionné. Cette dualité, entre condamnation historique et revendication familiale, il la résuma dans un livre dont le titre ne laissait place à aucun doute. « Ton père s'appelait Hitler ». En quête de légitimité, il se tourna vers des tests biologiques. Il recourut à des analyses sanguines, consulta des graphologues et fit réaliser des tests ADN sur ses propres enfants. Aucun des résultats ne fut révélé. Des enquêtes externes, comme celle du journaliste Jean-Paul Mulders et du fonctionnaire Marc Vermeyren, offrirent un autre tournant. Après avoir discrètement obtenu un échantillon génétique d'Alexander, le frère aîné vivant à Long Island, ils le comparèrent avec ce qui était présenté comme le matériel génétique vérifié de la lignée de Hitler. Le résultat fut concluant. Le profil correspondait à la lignée paternelle connue et écartait Loret. Les Belges traquèrent également des dizaines de parents éloignés en Basse-Autriche. Loret ne figurait pas parmi eux. Pourtant, il continua de défendre sa version. Ce qui avait commencé comme un récit intime devint un produit médiatique, soutenu par des déclarations provocatrices et sans preuves concluantes. En parallèle, un autre cas attira l'attention publique, celui de Romano Lucas Hitler, un homme portant officiellement ce nom, un tatouage de lion sur la tête et une histoire encore plus fragile. Il affirmait descendre d'un frère cadet du père d'Adolphe, bien que cet ancêtre supposé ne figure dans aucune généalogie. Il se proclamait le seul vrai Hitler restant, rejetant ouvertement l'existence des frères américains.
Élevé dans un orphelinat à Bratislava après avoir été abandonné par ses parents, il déclarait que son identité lui avait été confirmée par son entourage. Sa situation était précaire, sans logement stable ni documents vérifiables, mais prêt à tout raconter devant les caméras. Il apparut dans le documentaire Meet the Hitlers, où il affirma qu'il n'avait aucune raison de changer son nom. En 2019, son exposition prit une autre tournure. Il fut condamné pour un délit contre une mineure, malgré sa tentative de minimiser l'affaire. En dehors du cercle des prétendus descendants, il y eut aussi ceux qui cherchèrent une proximité symbolique. Unity Mitford, aristocrate britannique et fervente admiratrice du régime nazi, fut pendant des années une figure récurrente dans le cercle de Hitler. Elle assistait à ses événements, partageait des repas avec lui et le suivit même lors de moments clés comme l'annexion de l'Autriche. Lorsque la guerre éclata et qu'Hitler cessa de la recevoir, sa réaction fut drastique. Elle tenta de se suicider en se tirant une balle dans la tête dans son appartement de Munich. Elle survécut, mais avec des dommages cérébraux permanents. Elle mourut en 1948, soignée par sa mère. Des décennies plus tard, une théorie invraisemblable émergea. Selon un article du New Statesman, Unity serait revenue en Angleterre enceinte et aurait donné naissance secrètement dans une clinique rurale d'Oxfordshire. La source, liée à une employée du centre, affirmait que l'enfant avait été remis en adoption et que la jeune femme disait toujours que le père était Hitler. Le journaliste Martin Bright, auteur de l'enquête, reconnaissait que les pièces ne s'emboîtèrent pas. Le MI5 ne l'interrogea jamais, malgré sa proximité avec la hiérarchie nazie. Des biographes tels qu'Ian Kershaw et Anton Joachim Staller rejetèrent complètement l'histoire. Même Guy Liddell, haut responsable du contre-espionnage britannique, doutait que la tentative de suicide se soit déroulée comme on le disait. Dans ses journaux, il suggérait que la scène aurait pu être manipulée pour éviter l'humiliation publique de sa famille. L'enfant supposé secret né dans les champs anglais ne se présenta jamais. Mais la rumeur persista, comme tant d'autres. Car ce que toutes ces histoires partagent, c'est l'absence de preuves, l'attrait du mythe et la nécessité humaine, politique, émotionnelle ou médiatique, de prolonger ce qui aurait dû se terminer avec un nom de famille éteint. Au-delà du destin biologique ou patrimonial, ce que révèle cette histoire, c'est l'impact d'un héritage si toxique que ses propres porteurs choisirent de le garder silencieux. Contrairement à d'autres figures historiques dont les familles ont tenté de réhabiliter leur nom, les descendants de Hitler ont choisi de disparaître. Il n'y eut pas de mémoire, pas de poursuite légale, ni de revendication de quelque nature que ce soit. Le nom de famille, au lieu de générer un capital symbolique, devint un risque permanent, même des générations après. Ce rejet actif suggère quelque chose de plus profond, la conscience que certains héritages ne peuvent et ne doivent pas être transmis. Que le silence, dans ce cas, fut une forme de responsabilité historique. Et que le prix de porter ce nom, même sans avoir commis de crime, persista comme une forme de condamnation sociale sans jugement ni sentence.